Hey, hey! Certificat de conformité d'un véhicule habitable de loisirs. Non, mais VAS what? Personne n'en parle. Ça y est, mon voilà en route pour mon rendez-vous de certification gaz avec le Bureau Veritas. Parce que des gaz d'échappement qui reviennent dans l'habitacle, c'est pas bon. Hein. Il y a certaines petites choses qui m'ont un petit peu facilité le transit tout de même. N'importe qui peut faire le test soi-même à l'intérieur de son van. On est bien d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Si on vient y planter une aiguille, eh ben, la toile de tente, elle est beaucoup moins étanche après. Et bien voilà, ça y est, ma certification est terminée. C'est pas de tout repos. Hein. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver. Je profite de ce joli petit coin de nature et de cette belle après-midi d'automne pour le lancement de cette nouvelle vidéo. Je partage ici avec vous les différentes étapes de l'homologation de mon petit van qui s'appelle Manuka, qui va se faire en 2 étapes. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder qui concerne la certification gaz avec le Bureau Veritas, et il y aura un 2e volet qui concerne uniquement la visite avec l'Adréal. Mais attention, je précise bien ici qu'il s'agit uniquement d'un partage d'expérience. Si vous souhaitez connaître les étapes détaillées de tout le processus, je vous renverrai plutôt vers certaines vidéos de YouTube qui sont extrêmement bien faites sur le sujet, notamment Clément sur la chaîne de Van Vadrouille. Néanmoins, la vidéo que vous êtes en train de regarder peut être vraiment riche d'enseignements, au sens où je vais recenser tous les points de contrôle qui concernent l'installation de gaz et les ventilations, sachant que chaque expérience peut être différente en fonction du véhicule, de l'installation, du département dans lequel vous faites la certification, de l'organisme qui va effectuer les contrôles, mais accessoirement aussi du contrôleur. Au travers de mon cas personnel, je vais partager avec vous des astuces, des points de vigilance, et puis des petites surprises aussi que j'avais vues nulle part ailleurs, malgré le fait que j'ai exploré des dizaines de vidéos sur YouTube et de nombreux blogs qui traitent du sujet. Oh, c'est quoi ça? Certificat de conformité d'un véhicule habitable de loisirs. Non, et ça c'est le rapport de vérification de la conformité des installations d'un véhicule habitable de loisirs. Oups, 9 pages. Bon, vous l'avez compris, au final, ma démarche a été couronnée de succès. Néanmoins, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a certaines petites choses qui m'ont un petit peu facilité le transit tout de même. Et allez hop, je vous raconte tout ça, bah mon sale de trabajo. Mais au fait, tout le monde parle de VASP, mais VAS what? Non, que les choses soient bien claires, ça n'a rien à voir avec WASP, non. Wasp, groupe de métal américain légendaire des années 80, emmené par son emblématique leader Blackie Lawless. Ah, souvenir, souvenir. Bon, plus sérieusement, la définition de VSP Caravane, ça veut dire véhicule automoteur spécialisé. Et ce qui nous concerne ici, ce sont les types M, avec au moins 4 roues destinés au transport de personnes, dont les caravanes. Par opposition au type N, qui concerne le transport de marchandises ou de denrées. Les organismes certificateurs sont au nombre de 2, Caligaz et Bureau Veritas, et on est tout à fait libre de choisir l'un ou l'autre. Plutôt que vous présenter les différences entre les deux point par point, si vous êtes en phase de certification, je pense qu'il est plutôt sain de les contacter directement, de comparer les tarifs de la visite, de la contre-visite, et surtout de s'assurer qu'il est possible d'échanger avec le contrôleur avant le rendez-vous,
ce qui permet d'éviter des contre-visites et de se préparer au mieux. Ce qui m'a personnellement fait opter pour le Bureau Veritas, c'est qu'ils exigent un certificat d'étanchéité. Et il me semblait que c'était un élément vraiment essentiel de la sécurité avec le gaz. Obtenir un certificat d'étanchéité pour le gaz suppose qu'on va mettre le circuit en pression et on vérifie tout simplement qu'il n'y a pas de fuite. Ça peut être fait par le Bureau Veritas ou bien par certains aménageurs de vannes qui proposent ce service-là, cette prestation-là, pour environ une trentaine d'euros. Par contre, faites très attention, le document a une validité uniquement de 3 mois. C'est donc très certainement une bonne idée de le faire juste avant de prévoir d'envoyer le dossier complet à l'Adréal. En prévision de mon rendez-vous de certification gaz avec le Bureau Veritas, je vais avoir besoin de faire une petite modification sur le van que je n'avais pas du tout vu venir pour le coup. Ah non, ça, je peux vous dire que j'ai regardé des dizaines de vidéos, personne n'en parle. Par contre, c'est bien une information officielle que je vous donne parce qu'elle m'a été donnée lors de l'entretien préalable avec le chargé d'affaires. Cet entretien préalable, il est essentiel parce que ça permet d'aborder avec le chargé d'affaires tous les points qui vont être contrôlés dans le van en termes de ventilation et d'installation de gaz. Et ça permet d'éviter les contre-visites. Et visiblement, des contre-visites, il n'y en a jamais, parce qu'on peut apporter des éléments de preuve sur les éléments qu'on a à corriger suite à l'entretien via des photos. Et cette modification, concrètement, ça va être de relier à la terre du véhicule mon circuit de gaz en cuivre. Pour ça, je vais utiliser, comme d'habitude, du fil souple de section libre, m'a-t-on dit. Et le fil électrique devrait être attaché au tuyau de cuivre via un serre-flex métallique. Et à l'autre extrémité, je relierai mon fil électrique à mon bus bar, ma petite barrette de distribution de la masse qui se trouve derrière la batterie dans ma zone électrique. Par simplicité, pour effectuer la connexion, je vais essayer de trouver une section de cuivre qui se trouve à l'extérieur du caisson étanche, à proximité de la plaque de cuisson par exemple. Ça va m'éviter à nouveau de percer mon caisson étanche, qui du coup serait plus étanche. Et pour que toutes ces zones soient accessibles facilement, il va falloir que je redémonte tous mes tiroirs. Mais heureusement, ça va être rapide, j'ai juste 2 petites vis à dévisser à l'intérieur de chacun des tiroirs. Bon ben, al trabajo! Bon, ça c'est fait, ma conduite de gaz est maintenant reliée à la terre. Je vais maintenant effectuer une nouvelle modification sur le van qui n'a rien à voir avec le VASP cette fois-ci, mais je me suis rendu compte que quand j'ai entièrement vidé le van pour les besoins de la pesée, j'avais eu quelques dégâts sous la glacière. Le principal défaut de cette glacière, c'est qu'elle produit beaucoup d'eau qui s'évacue par le petit bouchon qui est au fond, que je pensais être étanche, mais en fait, il n'est pas complètement étanche. Sous la glacière, j'avais fabriqué un petit berceau avec un rebord de 2 cm tout autour, et j'avais collé de l'isorel stratifié sur le dessus qui a déjà commencé à souffrir. Et je voudrais surtout pas que de l'eau puisse passer au travers. Je vais donc coller dessus à la néoprène en double encollage un bout de bâche de jardin qui me restait, qui est assez épaisse, qui supporte bien la néoprène. J'ai fait un petit essai préalablement. Et je vais coller aussi de la bâche au sol dans le caisson qui reçoit le bidon d'eau sous l'évier. Parce qu'il arrive que quand je le réinstalle, après l'avoir rempli, il y ait quelques gouttes d'eau qui tombent au sol. Ça évitera d'endommager le parquet en chaîne et puis aussi les câbles électriques qui se trouvent à l'arrière.
Bon, cool, ça c'est fait, me voilà prémuni contre les éventuelles fuites d'eau. Je fais un petit rappel ici concernant les ventilations et les aérations à l'intérieur d'un van et les normes qui sont recommandées pour ça. Parce qu'il faut savoir qu'une mauvaise ventilation à l'intérieur d'un van, ça peut tout de même avoir des conséquences en termes de santé, notamment s'il y a de l'apparition de moisissures. Je pense au couchage notamment. Et puis un van aménagé, ça accueille également des appareils électriques, notamment une glacière, une batterie, des appareils électriques qui peuvent se mettre en chauffe et une plaque de cuisson aussi accessoirement. Donc une bonne ventilation, ça peut permettre que tout ce petit monde fonctionne plutôt pas trop mal. Pour qu'un véhicule aménagé soit bien ventilé, il va falloir prévoir une aération basse et une aération haute avec des dimensions minimales à respecter en fonction de la taille du van. Pour avoir le détail précis de toutes les spécifications techniques de la norme VSP, on peut télécharger sur le net un document PDF gratuitement qui est un petit peu ancien, qui concerne l'aménagement des caravanes et des véhicules de loisirs en général, mais qui a servi de base à la rédaction de la norme VASP. Et selon les contrôleurs avec lesquels j'ai échangé par téléphone, le contenu de ce document, certes un petit peu ancien, est toujours en vigueur au jour d'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, notamment pour le gaz et les aérations. L'aération basse peut être prévue dans une paroi du van, mais bien évidemment, on va essayer d'éviter l'intérieur d'un caisson, où l'aération pourrait être obstruée par exemple par des vêtements ou des objets qu'on va ranger là à l'intérieur de ce caisson. Dans mon cas, pour éviter d'avoir une grille d'aération plus ou moins esthétique et surtout apparente à l'extérieur du van, j'ai décidé d'organiser mon aération basse dans le marchepied au niveau de la porte coulissante. Pour connaître la dimension de cette aération basse, il a fallu que je calcule la surface projetée totale de Manuka, qui est dans mon cas de 10,2 m², et la norme m'indique que je dois avoir une aération qui fait au minimum 20 cm². Les dimensions de la grille que j'ai fabriquée sont globalement de 20 cm de large par 3 cm de haut. 20 cm par 3 cm, ça fait 60 cm², donc j'y suis allé un petit peu fort. Je suis 3 fois plus grand que la taille demandée. Et autre détail aussi à prendre en compte qui a son importance, c'est qu'à l'intérieur de mon aération, j'ai installé une petite grille métallique par laquelle forcément l'air ne passe pas. Donc le contrôleur va appliquer un pourcentage de réduction des dimensions calculées à l'extérieur. Mais la norme autorise aussi l'utilisation de grilles de ventilation qu'on peut trouver dans le commerce. Et à ce moment-là, c'est encore plus facile, parce que généralement, au dos du produit, il est indiqué la surface de ventilation. Attention également à veiller à ce que l'aération basse ne se trouve pas à plus de 10 cm du plancher du véhicule. Et dans mon cas, ça fonctionne, puisque l'aération basse se trouve en dessous du plancher. Très important également, même si ça peut paraître complètement évident, mais il faut que cette aération basse se trouve au minimum à 30 cm de tout terminal d'évacuation. Un terminal d'évacuation, ça peut être le pot d'échappement du véhicule, ça paraît évident, mais il y a aussi, par exemple, l'évacuation d'un chauffage au gasoil par exemple qu'on aurait installé soi-même ou qu'on aurait fait poser par un professionnel. Parce que des gaz d'échappement qui reviennent dans l'habitacle, c'est pas bon. Hein. Il y en a qui ont essayé, pas bon. Hein. Non, ça donne mal à la tête. Non, no good. Concernant l'aération haute, là ça se complique un petit peu selon les cas. Soit on dispose d'un lanterneau électrique ou pas d'ailleurs qui va se charger de faire l'aération haute, ce qui n'est pas mon cas. Soit on dispose d'un toit relevable, c'est le cas de Manuka. Et ça tombe bien parce que la société qui m'a installé le toit relevable m'a bien confirmé que l'aération haute qui se trouve dans la toile de tente sur l'avant tient lieu d'aération pour la norme VASP. Je n'ai donc aucun dispositif supplémentaire d'aération à prévoir. Par contre, j'ai bien deux choses à vérifier. C'est qu'elle se trouve au minimum à 1,80 m du sol fini du véhicule et aussi que cette sortie d'air fait au minimum 250 cm². La grille fait 86 cm de long par 3 cm de haut, ça fait 258 cm². On est bon. Et elle se trouve à 2,30 m du sol, là aussi en hauteur, on est bon. Il y a juste un petit détail qui est flou à mon niveau, c'est que la norme prévoit que les aérations ne doivent pas être obturables par aucun dispositif que ce soit. Or, cette aération haute, elle dispose d'un scratch qu'on peut ouvrir et fermer quand on le souhaite. Lors de la visite de certification gaz, bien évidemment, l'aération sera ouverte. Mais j'espère qu'on ne va pas me demander de la découdre ou de la découper, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir conserver la possibilité d'ouvrir ou de fermer
fermer l'aération en fonction des saisons par exemple. Je me dois de vérifier également que cette aération se trouve au minimum à 30 cm au-dessus du matelas de la couchette la plus haute, c'est-à-dire le matelas du toit relevable. Et en utilisant une règle de maçon, je me rends compte que l'aération se trouve à plus de 80 cm de la surface du matelas. Et enfin, la norme VSP précise qu'il est recommandé de mettre les toits relevables en position haute si le véhicule habitable de loisir est utilisé comme habitation. Ben là aussi, ça paraît complètement évident. Si le toit relevable est baissé, l'aération haute ne fait pas son travail. Mais je sais que dans mon cas, ça me pose aucun souci parce que dès que je me pose pour bivouaquer ou pour déjeuner, par exemple, sur un spot, le tout premier réflexe que j'ai, c'est de lever le toit relevable pour pouvoir circuler debout à l'intérieur du van. Donc dans mon cas, je sais que ça ne pose aucun souci. Ça y est, me voilà en route pour mon rendez-vous de certification gaz avec le Bureau Veritas, 9 h du matin. Je me rends sur le parking qui est proche de leur bureau. Heureusement, c'est pas très loin de chez moi, il y a une petite demi-heure de route. Le temps est plutôt incertain, donc j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir parce qu'on va se retrouver tout de même partiellement en extérieur. Donc le contrôleur va vérifier les aérations et l'installation de gaz. J'espère que tout va bien se passer et que j'ai tout bien prévu dans le respect des normes. J'ai demandé une autorisation pour pouvoir filmer pendant le rendez-vous. J'ai pas eu de réponse pour l'instant, j'aurai peut-être la réponse directement sur place. Quoi qu'il en soit, si j'ai pas l'autorisation de filmer pendant l'entretien, eh ben, je vous ferai un petit débrief juste après, une fois que la certification, je l'espère, sera obtenue. Bon, ça y est, je viens d'arriver, je vais stationner, me présenter à l'accueil, et puis je vous fais un petit débrief juste après. Et bien voilà, ça y est, ma certification est terminée, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu un très bon échange. En plus, j'ai eu 2 contrôleurs pour le prix d'un. Ça a duré environ 45 minutes, tout a été vérifié vraiment très précisément. Alors je vais trouver un endroit tranquille pour stationner et je vous fais un petit débrief à chaud pour être sûr de ne pas oublier toutes les informations qui m'ont été données. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'aurai pas besoin de faire une contre-visite. Je vais simplement envoyer les photos des 2 corrections essentiellement qu'on m'a demandé de faire. Et puis ensuite, eh bien, on est bien. Je vais pouvoir avoir mon papier. Là, on est mardi. Je pense que j'aurai mon papier d'ici la fin de la semaine. Commençons par la grille de ventilation basse. Le contrôleur n'a même pas remesuré, il a fait confiance aux mesures que je lui ai données et il faut savoir qu'il a appliqué un coefficient de 0,5 par rapport à la grille qui est à l'intérieur, par laquelle l'air ne passe pas forcément. Donc un 60 cm² dans mon cas devient un 30 cm² officiellement sur son rapport. J'aurais pu également positionner ma ventilation basse sur cette partie-là, ici directement sur le plat du plancher, mais par contre pas ici, parce que quand la porte coulissante est fermée, ici il n'y a pas de circulation d'air. Et pour l'anecdote, le contrôleur m'a expliqué que cette autorisation de faire l'aération basse dans le marchepied est récente. Il y a une époque où on n'avait pas le droit de le faire. Le contrôleur a bien évidemment vérifié l'étanchéité de mon caisson et sa construction. Au niveau des portes, visiblement tout va bien. Par contre, j'ai 2 petites modifications à faire au niveau de l'étiquetage. La toute première sera de répéter l'étiquette gaz, mais cette fois-ci sur la porte extérieure. Et la deuxième sera d'apposer ici une petite étiquette van gaz pour qu'elle soit visible même quand le tiroir est fermé, pour qu'on sache exactement, lorsque tous les tiroirs sont fermés, où se trouve la vanne d'arrêt. Le contrôleur a également vérifié que la bouteille était bien arrimée à l'intérieur de son local et qu'on avait bien ici une bande d'arrêt de 5 cm minimum. En ce qui concerne le diamètre du tuyau d'évacuation des gaz dans le plancher, là aussi le contrôleur m'a fait confiance et a noté sur son dossier les 25 mm de diamètre que je lui avais communiqué sans forcément les remesurer. Avec son appareil spécifique qui ressemble à une grosse pompe à vélo avec un manomètre, il a ensuite mis en pression le circuit de cuivre entre le détendeur et la bouteille pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite. Ça, il l'a fait gratuitement parce qu'il dispose de l'appareil, j'ai pas eu de surcoût à payer pour ça, c'est vraiment très gentil. Et du coup, il a envoyé 150 millibars pendant bien 15 à 20 minutes pendant qu'on était en train de discuter et on n'a constaté aucune fuite, heureusement. Il a effectué ensuite une seconde vérification, mais cette fois-ci avec un appareil électronique
électronique, mais il m'a expliqué qu'il aurait aussi très bien pu utiliser une bombe. Le contrôleur a ensuite testé les 2 thermocouples qui équipent les gaz sur la table de cuisson. Le thermocouple, c'est un système de sécurité qui se trouve sous chaque feu et qui permet de couper l'alimentation en gaz lorsque la flamme s'éteint, qu'il y ait un coup de vent par exemple. Il a allumé chaque feu individuellement avec le piezo, il a soufflé sur la flamme pour qu'elle s'éteigne et puis on a attendu environ une dizaine de secondes avant d'entendre un clic qui indiquait que le thermocouple faisait bien son travail et coupait l'arrivée de gaz. Durant le rendez-vous de certification, j'ai filmé quelques séquences que je trouvais vraiment intéressantes. Malheureusement, le lendemain du rendez-vous, j'ai reçu un coup de fil qui m'a expliqué que je ne pouvais pas utiliser les rushs pour les publier sur ma chaîne YouTube. Mais en ce qui concerne les thermocouples, ça c'est pas très grave, parce que le test est simple et facile à réaliser. N'importe qui peut faire le test soi-même à l'intérieur de son van, avant même le rendez-vous de certification. Bon, ok, à la demande générale, je vous fais une petite reconstitution. Il suffit d'allumer le gaz avec le piezo, de souffler et d'attendre jusqu'au clic. C'est beau ça! Cette fois-ci, je refais la même, mais en chronométrant. Beauty! Environ 8 secondes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de durée prédéfinie à attendre, cela dépend des appareils. Parfois c'est 10 secondes, parfois 15, 30, ça peut même aller jusqu'à 45 secondes pour les frigos par exemple. En parlant de réfrigérateur, le contrôleur m'a bien expliqué que généralement ce qui crée des incendies à l'intérieur des véhicules aménagés, ce sont les réfrigérateurs à compression, parce qu'on a tendance à les mettre dans des caissons qui sont mal ventilés, ils chauffent beaucoup et c'est ça qui déclenche des incendies. Il faut donc être particulièrement vigilant sur la bonne aération des caissons dans lesquels on installe des réfrigérateurs à compression. Ça peut être vraiment très critique. Dans mon cas, je suis un petit peu moins concerné parce que moi j'ai installé une glacière 12 volts, mais néanmoins le contrôleur a bien vérifié que ma double aération, généralement il faut une aération basse et une aération haute, comme dans le véhicule, la même chose pour le caisson, il a vérifié qu'elles étaient bien efficaces et qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je trouve que l'échange avec les 2 contrôleurs a été vraiment très enrichissant. J'ai pu poser autant de questions que je le souhaitais, parce qu'on ne peut pas tout savoir forcément. Et pour la petite histoire, l'un d'eux m'a expliqué que l'an dernier, 75% de tous les rendez-vous de certification gaz qu'ils ont fait, c'était pour des particuliers comme moi qui aménagent leur van. Et donc les 25% restants seulement par des aménageurs professionnels. Le deuxième point qu'il va falloir que je corrige et qui a généré beaucoup de discussions, c'est cette fameuse aération dans le toit relevable qui officiellement doit être permanente. On ne doit pas pouvoir l'obturer quand on le souhaite avec un scratch par exemple. Les 2 fabricants les plus connus de toits relevables, c'est Remo et SCA. Et en l'occurrence, sur Manuka, c'est du SCA qui est installé. Et les contrôleurs découvraient ce modèle pour la première fois. Sur d'autres modèles, la ventilation en haut est permanente, sans possibilité de l'obturer. Ou alors ça se présente sous la forme de 2 oreilles de chaque côté du toit relevable. La proposition qui m'a été faite, c'est de positionner le rabat en position basse et d'y rajouter un point de couture de chaque côté et au milieu, afin qu'on puisse plus remonter le scratch. Bon, je dois avouer que cette solution ne me fait pas sauter de joie, mais c'est sûrement ce qui sera le moins destructif. Je vais donc effectuer les modifications à l'intérieur du van, envoyer les photos au contrôleur, qui devrait pouvoir me renvoyer dans la foulée le rapport définitif. C'est pas de tourpeau, hein. Suite à l'envoi de mes photos correctives, l'envoi du certificat et du rapport ont été très rapides. Et je vais maintenant faire un petit bilan sur cette expérience globale de certification gaz. Je vais d'abord parler de la modification essentielle qui consistait à mettre à la terre le circuit de gaz. J'ai bien fait de le faire, c'est absolument obligatoire, ça a été vérifié vraiment dans tous les détails par le contrôleur et il a pris aussi des photos. Quant à la deuxième modification qui concernait l'étiquetage, là c'est très simple à faire, même sur papier libre, sans parler de faire une impression bien propre, avec un peu de scotch double face, ça passe. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Sur des jolies façades en bois qu'on a bien soignées, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Non, on peut pas dire ça. Ensuite, il reste cette histoire de couture pour condamner le rabat de l'aération du toit relevable. Franchement, non seulement c'est pas esthétique, mais ensuite c'est destructif, parce qu'on peut très bien imaginer que là-haut c'est une toile de tente. Donc si on vient y planter une aiguille, la toile de tente, elle est beaucoup moins étanche après. Mais je m'estime finalement chanceux parce que finalement le contrôleur a fait preuve d'une certaine souplesse. Il m'a expliqué que dans certains cas, ils contraignaient les propriétaires de vannes à découper un lanterneau dans la coque de toit relevable.
Là, c'est quand même le top du destructif. Et dans mon cas, c'était pas possible parce que de toute façon, moi, j'ai installé un panneau photovoltaïque sur le toit. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure communication entre la DREAL, tous ces organismes de certification et les fabricants de toits relevables. Parce que je suis allé faire un petit tour chez Narbonne Accessoires, pour ne pas les nommer. Il y a certains modèles de toits relevables qui ont le même système que moi, une grille de ventilation qu'on peut condamner, mais il y en a qui n'en ont pas du tout, ou certains autres, ce sont un autre système carrément, c'est deux espèces de petites oreilles qui sont sur les côtés et qui s'ouvrent. Et je m'estime également très chanceux que le contrôleur ait pu réaliser pour moi ce fameux test d'étanchéité du circuit, sans surcoût. Parce que comme je l'expliquais précédemment, ça peut coûter jusqu'à 30 €, voire un petit peu plus cher. Mais attention, tous les contrôleurs ne sont pas équipés, donc il faut bien vous enquérir avant le rendez-vous que ça puisse être fait, parce que tous les contrôleurs n'ont pas la machine. Et si on voulait être vraiment puriste, on pourrait dire aussi que ce serait pas mal que ce test soit réalisé de manière périodique, tous les 2 ans par exemple. Et puis il faudra aussi que je pense à compléter mon système avec un détecteur de gaz, parce que ça pour l'instant je ne l'ai pas encore mis en place. Et dernier point de vigilance auquel il faut faire très attention, c'est la lyre souple qui relie le circuit en cuivre à la bouteille. Et ben, elle a une date de péremption, donc il faut faire très attention à ça au moment de l'achat et puis la changer dès qu'elle en a besoin, parce que potentiellement elle peut devenir poreuse. Enfin, petit retour personnel sur mon appréciation de Veritas. Ben, je trouve que sur certains points ils ont manqué un petit peu de professionnalisme finalement. Le contrôleur déjà il s'est présenté 20 minutes en retard sans m'informer, il a fallu que ce soit moi qui l'appelle. Et puis la certification s'est faite sur une place de parking assez exiguë qui n'était pas attribuée au bureau Veritas. On avait un petit peu de mal à tourner autour du véhicule, et qu'est-ce qui se serait passé si j'étais arrivé un petit peu plus tard, parce que j'avais un rendez-vous le matin? Sûrement j'aurais pas trouvé de place. Et qu'est-ce qui se passe quand il pleut? J'ai l'impression que le cas n'a pas vraiment été prévu, ce qui est un petit peu dommage, parce que en plein hiver par exemple une certification ou sous une pluie battante, comment on fait? Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été profitable, que ça vous permettra vous aussi de faire votre certification gaz dans les meilleures conditions. En attendant, le petit pouce, les petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne, c'est bon pour son référencement. Si vous aimez bien le contenu de ces vidéos, la manière dont elles sont faites, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis on se revoit très bientôt pour la suite des opérations avec la DREAL, et vous allez voir dans le deuxième volet qu'il y a eu quelques rebondissements. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Bisous, keep it up et kiff la life! Un petit 6 degrés dans le van au réveil ce matin, ça piquait un petit peu. Mais franchement, l'endroit est magnifique. J'assiste à un magnifique lever de soleil. Ce sont des petits réveils comme ça qui me font me sentir vraiment très reconnaissant. Et là, c'est la récompense de toutes ces semaines, tous ces mois de travail sur Manuka. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de ça. C'est magnifique, c'est calme. Il n'y a pas de bruit, sauf le chant des oiseaux. Je partage ici avec vous je partage avec vous mon expérience de tu peux le faire, ça va le faire. Homologation. Au final, ma démarche a été couronnée de succès. Certificat de conformité, article. Ce qui m'a personnellement fait opter pour le bureau Veritas, c'est qu'ils exigent un certificat de certificat de quoi? De quoi le certificat? Eh ben, certificat d'étanchéité. C'est pourtant pas compliqué. Bon, plus sérieusement, la définition de VASP Caravane. Caravane? Caravane! Elle est où la caravane? Hein? Vous avez vu une caravane?